Là, je suis à Cape Town, j'ai rencontré, tu vois, Guillaume Loubèche, j'ai rencontré aussi David, le fondateur de Submagic. J'ai fait plus de 700 000 € en un an, seul, en écrivant une fois par jour sur LinkedIn. Trouver 3 clients en 24 heures. Donc je pense que, tu vois, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire 1,5 million par mois. C'est mon objectif, c'est de faire 12 millions par an. Tu as parlé, tu vois, de 100K par mois et ensuite, du coup, de 1,5 million par mois. Bon, le gap est important. Comment, du coup, tu comptes aller sauver autant de personnes? J'en close 3 dans la journée, donc 3 fois 5 000, je fais 15 000 € dans la journée. Avec l'automatisation, avec le scrapping, avec le copywriting, avec le web, avec tous ces trucs-là. En fait, quand tu as un problème, c'est beaucoup plus simple pour toi de le résoudre de manière originale et créative. Je stagnais à 15 000 € par mois, là, je viens de faire 15 000 € par jour. Tu vois, c'est se dire, ok, si tu fais pas 5 000 € par jour, tu meurs. Faire des formations en ligne, franchement, c'est l'enfer. Hein. Allez, il prend son téléphone, là, après toujours, et il me montre l'email de sa banque qu'il vient de recevoir, il a l'air... Let's go. Yes. Est-ce que je peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, mon audience est quand même nichée, donc je pense que beaucoup de personnes te connaissent déjà, parce que bon, tu as quand même un nom dans tout ce qui est growth marketing, et moi je parle de ça. Et pour ceux qui t'ignorent un petit peu, qui t'es, pourquoi tu es pertinent, et qu'est-ce que tu as fait du coup durant les dernières années? Ouais, ok. Alors moi, si je m'appelle du coup Kevin Dufresne. Je suis de l'école The Family, donc j'ai bossé là-bas pendant 2 ans et j'ai quitté The Family pendant le Covid et je formais en fait les salariés, les CEO des boîtes de The Family au métier du growth hacking et du growth marketing. Bon, c'est des définitions qui sont différentes pour moi, mais, euh, mais voilà, on pourra en reparler si tu veux. Et j'ai du coup quitté The Family en créant du contenu sur LinkedIn et en surtout enregistrant une formation growth parce que je voulais, j'étais pas forcément satisfait de ce que je faisais à The Family. J'avais envie de faire quelque chose de plus technique, pratique, actionnable. Et donc du coup, j'ai lancé une première version de ma formation du coup maintenant il y a 3 ans et aujourd'hui elle est leaduse en tout cas sur le marché du gros parce qu'il y a plus de 3000 élèves. Euh, j'ai plus de 200 reviews, je suis passé dans plein de podcasts. Voilà, et là je lance du coup une version 2 de ce projet. Et voilà, je suis un peu enfin, pas enfin, je suis dans la partie solopreneur. J'ai beaucoup été seul pendant longtemps. Et là, je commence un peu à sortir de ce lifestyle pour aller recruter, déléguer et avoir encore plus d'impact sur le marché du gros, en fait, qui, moi, me passionne. Tu vois, toi, tu fais de l'outbound, donc je pense que tu dois savoir de quoi on parle, qui est une brique du gros hacking, mais je trouve que en fait, ma mission, c'est surtout de, de montrer aux gens qu'il y a des manières différentes de penser. Je trouve que le système scolaire nous a vachement étriqué notre cerveau, enfermé notre cerveau dans des cases qui sont très difficiles pour certains, c'est très difficile d'en sortir. Et d'ailleurs, je trouve que les gens qui s'en sortent le mieux dans l'entrepreneuriat sont les gens qui étaient nuls à l'école, parce que l'entrepreneuriat demande beaucoup de choses qui ne sont pas académiques. Et, euh, et d'ailleurs, quand des gens arrivent à écrire sur LinkedIn, tu vois, donc moi j'ai des cours de formation dans ma formation pour écrire sur LinkedIn. Ce que je remarque, c'est que les gens trop scolaires ont énormément de mal à écrire comme ils parlent sur LinkedIn. Et ce que je leur dis souvent, c'est le plus difficile, ça ne va pas être d'apprendre, le plus difficile, ça va être de désapprendre. Et moi, j'ai toujours été, tu vois, dans, dans, j'ai toujours eu alors, il y a une étude un peu, il y a plusieurs études scientifiques qui résument le growth. Il y a le growth mindset, le fixed mindset. Donc ça, c'est des trucs assez connus. Hein. C'est une scientifique à Stanford qui avait fait des études sur des enfants et qui avait regardé ceux qui réussissaient le mieux dans la vie, ou du moins qui avaient le plus de réussite, donc plus d'argent, une belle famille, etc. Et c'était des gens qui avaient le growth mindset. Le growth mindset, c'est des gens qui apprennent de leurs erreurs, et qui pensent que tout est possible, qui pensent que tout est réalisable. Et le fixed mindset, c'est des gens qui sont au contraire qui abandonnent au premier échec, qui se sous-estiment beaucoup, et voilà. Et moi, l'école m'a beaucoup mis dans le fixed mindset, et du coup, ça a beaucoup joué sur ma vie, sur mon état d'esprit. Et l'autre étude dont je voudrais parler, c'est une étude un peu critiquée aujourd'hui, mais qui me parle à moi, c'est les pensées linéaires et les pensées en arborescence.
Mm. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui réfléchissent pour. Alors, c'est pas du tout l'un est mieux que l'autre, hein. Tu vois, je pense que, Mm. au contraire, moi j'ai un cerveau en arborescence, mais c'est une malédiction, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui vont. Les cerveaux linéaires, c'est des gens qui ont besoin d'aller à un point A à un point B et qui vont y aller de manière très logique, très du coup linéaire. Ça, c'est les gens qui réfléchissent de manière linéaire, et les cerveaux en arborescence, c'est des gens qui vont euh, qui vont pas du tout suivre la logique d'un point A à un point B, ils vont réfléchir à une logique C, D, Z, Y, machin, et qui vont comme un arbre en fait avec des branches commencer à explorer d'autres opportunités pour résoudre des problèmes. Et moi, je me reconnais beaucoup dans cette définition d'un psychologue qui avait défini ça, parce que quand on me dit que c'est impossible, j'actionne cette espèce d'arbre Ouais. d'idées dans la tête, et j'arrive à trouver des choses que d'autres n'arrivent pas à trouver. Et je pense que je suis pas le seul à penser comme ça. Et je trouve que voilà, je trouve que ça demande beaucoup de créativité, ça demande euh, d'avoir pas mal de connaissances aussi, mais c'est ça que j'essaye de donner aux gens en fait, d'essayer de leur donner des idées, des manières de réfléchir différentes pour pouvoir aller chercher de la croissance, chercher des résultats, sans forcément suivre les conventions, enfin les stratégies conventionnelles, c'est-à-dire faire de la publicité, recruter des gens, etc. Moi, j'ai fait plus d'un demi-million de chiffre d'affaires tout seul, sans équipe, sans pub, en écrivant une fois par jour sur LinkedIn, tu vois, juste en appliquant des techniques de vente psychologique, de copywriting, et ça marche. Donc voilà, en gros ce que j'ai fait. Ok. Je trouve ça Je t'ai très mis un beau peu la en manière dont... tunnel là pour le début, mais c'est pour Ouais, me non, mais chauffer. justement, t'as raison. Je trouve ça très beau la manière dont tu as décrit le growth, parce qu'effectivement, enfin, moi aussi j'ai une vision dans le sens, le growth marketing, ou tu appelles ça comme tu veux, en fait, c'est quand tu parles de growth en tant que tel, c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Et enfin, l'idée, c'est de vraiment, enfin, c'est connu, think outside the box, essayer de casser les codes. Tu vois, comme tu dis, en fait, c'est même pas casser les codes, parce que quand tu dis, OK, là, je vais essayer de casser un code, déjà, ça veut dire, c'est que tu respectes certains des codes, on va dire. Alors que tu vois, le growth, c'est un peu, je désapprends les techniques marketing classiques, et c'est vraiment, on va dire, d'être créatif, tu vois, parce qu'en soi, c'est de la créativité pure. Et au-delà de l'aspect, je trouve un peu technique, où les gens qui se revendiquent, on va dire, growth hacker, ils sont là, moi, je sais coder, je sais faire telle chose, etc. En vrai, je pense que la compétence première, c'est genre la créativité, que du coup, tu peux répandre partout dans le contenu, dans ton acquisition, etc. Ouais, exactement. Et je pense que la créativité vient avec les informations que tu arrives à, enfin, du coup, avec les compétences que tu arrives à avoir. Euh, Pourquoi je te dis ça? D'ailleurs, il y a un reportage sur Netflix qui m'avait beaucoup intéressé. C'était d'où vient la créativité. Ils avaient fait un reportage, ils avaient interviewé le mec qui Ok. avait fait le monstre Alien. Donc le mec était hyper connu, tu vois, c'est l'un des meilleurs designers de films mondial, il est internationalement connu, hein, pour avoir designé ce truc. Et ils avaient essayé de comprendre comment est-ce qu'il avait créé ce monstre. Et le reportage, donc, il le suivait chez lui. Et à un moment, il lui dit, bah, vas-y, bah, le reporter lui demande, bah, crée-moi un monstre. Et donc, du coup, il dit, ok, bah, viens avec moi. Il descend dans sa cave. Et en fait, dans sa cave, sur tous ses murs, c'est une énorme cave, un peu comme, voilà, une énorme cave. Sur les murs, il y a tous les animaux photographiés. Et il a même des classeurs dans lesquels il ouvre comme ça, avec des insectes, etc., machin. Et du coup, il regarde, il assimile, il prend une patte à gauche, il prend un œil ici, il prend un machin. Et en fait, il l'assemble dans sa tête. Tu vois. C'est pour ça que je dis arborescence, c'est ça. C'est qu'en fait, tu as besoin Ok. de créer des choses à partir des choses qui existent déjà pour assembler quelque chose d'unique. Et quand tu sais ce qui est possible de faire avec l'automatisation, avec le scrapping, avec le copywriting, avec le web, avec le digital, avec les API, avec tous ces trucs-là, en fait, quand tu as un problème, c'est beaucoup plus simple pour toi de le résoudre de manière originale et créative. Comme quelqu'un qui a. Enfin, tu vois, tu me mets en face de quelqu'un qui n'a pas ces compétences-là. Je te parle pas forcément d'un codeur, parce que le codeur, lui, il est concentré sur faire du code, tu vois. Moi, je Ouais, suis c'est ça. concentré sur faire de l'argent. Donc, c'est quel est le moyen le levier, en fait, qui va me permettre d'aller chercher un truc qui claque. Et le terme hacker, d'ailleurs, est hyper mal compris dans le terme growth hacking, parce que, alors bien sûr, il y a des trucs un peu de pirate informatique, et comme tu as le mot hacker, voilà, mais en fait, le hacker, il a été défini dans les années 80, dans le Harvard Blog Business machin, là, je sais plus comment ça s'appelle, par un mec.
et il avait défini le hacker comme quelqu'un qui réfléchissait avec originalité et astuce. C'est-à-dire que pour un problème donné, il va réfléchir de manière totalement différente à une solution. Et d'ailleurs, la majorité des hackers, enfin pour moi, tous les entrepreneurs sont des hackers. Il n'y a pas, tu vois, quand on a dit à Jeff Bezos, enfin quand Jeff Bezos s'est lancé, il a dit qu'il allait faire des bouquins. Personne n'y croyait déjà. Mais quand aujourd'hui Amazon, on voit la promesse qu'il a réussi à délivrer à ses clients, c'est-à-dire de livrer rapidement, sans problème, avec un support client de malade, etc. C'est le seul à avoir réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'il a craqué un truc dans la matrice que d'autres n'arrivaient pas à craquer avant. Et donc il faut réussir à, tu vois, compresser quelque chose qui existe déjà en quelque chose d'exceptionnel. Et quand j'étais gamin, moi c'est comme ça que j'ai découvert ça. Je raconte cette histoire assez souvent dans les podcasts, mais j'avais ma première boîte, j'avais 19-20 ans, et j'avais appris à faire des sites WordPress. Et tous mes Classique. potes me disaient, ouais, mais toi t'es un geek, t'es un geek, t'es un geek, t'es un geek. Moi je suis pas du tout un geek en fait. Genre tu sais, WordPress ça demande pas du tout de compétences techniques, c'est au contraire le début du no-code, tu vois. Et mes potes, du coup, on avait parlé avec leurs parents, ils m'ont dit, tiens, lui, tiens, ils me mettent dans une case, lui, c'est un dev, c'est un tech, demande-lui de faire ton site. Et du coup, les parents venaient me voir, ils me disaient, vas-y, bah, c'est combien pour faire un site? Et moi, je sais pas, au début, j'ai dit 1500 balles, ensuite, j'ai dit 3500 balles, jusqu'à 4000 même parfois. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais des sites internet sur une plateforme qui s'appelait Envato. Donc, c'était des gens qui avaient déjà fait des sites WordPress et Ouais, j'avais je juste vois. à importer un zip dans WordPress et le WordPress était déjà fait, le site était déjà fait. Le mettre en ligne, ça me prenait genre littéralement 5 heures pour faire un site, tu vois. Et c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que à l'époque, les sites internet, ça coûtait 15-20 000 euros. Les agences, elles payaient des graphistes, elles payaient des copywriters, elles payaient des, enfin bref, tous ces gens-là, et ça leur coûtait extrêmement d'argent, ça coûtait beaucoup d'argent aux entrepreneurs, ça mettait 6 mois à être délivré, alors que moi, un mec comme moi, un gamin qui était encore en école, j'arrivais, 3 heures plus tard, ils avaient leur site internet en ligne, le site internet était trop beau parce que c'était des templates qui étaient choisis, machin, enfin c'était vraiment cool, et ils payaient 3-4 fois moins cher, quoi. Et c'est ça, en fait, tu vois, l'entrepreneuriat, et c'est ça le hack, c'est comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui existe déjà en mieux. Comment est-ce que tu peux, tu vois, faire en sorte de faire des voitures volantes, tu vois, genre, enfin, je sais pas, mais c'est ce qu'a fait aussi Uber. Enfin, ils ont tous craqué un truc dans la matrice qui permet de faire des choses mieux que la moyenne, quoi. Et c'est ça que les gens vont acheter, en fait. Et quand je fais des formations grosses, je voyais le marché un petit peu qui existait, et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai quand même bossé à The Family. Je sais le niveau que The Family délivrait sur le gros. Je pense que je peux faire beaucoup mieux et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que la formation, la formation a bien fonctionné. Donc voilà, juste prends un truc, fais mieux que les autres et crée surtout ton propre système. Et c'est ça le hack, en fait. Tu vois. C'est pour ça que j'aime bien dire Ok. hacker, gros hacker, moi. Euh, parce que ça va plus loin que simplement le pirate ou le mec qui va automatiser des trucs. Ouais. C'est en plus, récemment, j'écoutais du coup un épisode de Sans Permission avec du coup Rabin des Bois, qui est un hacker connu. Et c'est qu'il disait par Mhm. exemple qu'en fait, 90% des hackers, enfin, dans le hack, certes, ils font un hack technique, mais en fait, à chaque fois, l'idée, c'est de, par exemple, de faire cliquer une personne sur un lien. C'est le niveau zéro, on va dire, pour entrer. En fait, ça, bah, les hackers, ils sont juste très créatifs parce qu'ils savent pas coder. Par contre, ils savent peut-être créer un faux CV ou alors envoyer un faux message d'une personne qui parle à telle personne, etc. Et il disait qu'en fait, 90% des hackers, ils sont pas forcément très bons en hacking. Par contre, ils arrivent à trouver des moyens juste fous en termes de créativité, par exemple, pour envoyer des faux CV à des boîtes pour que la RH clique sur un lien et le transfère à son collègue, juste pour avoir un clic, tu vois. Et du coup, le hacker, c'est vraiment juste Ouais. quelqu'un qui pense et qui essaie de casser, on va dire, toutes les portes, quoi. Ouais, bah, et toutes les boîtes se sont lancées. HubSpot, à la base, Mm. je sais pas si tu connais l'histoire d'HubSpot, hein, donc quel CRM qui est Non. valorisé je sais pas combien de milliards. HubSpot, ils ont commencé à faire une extension Chrome. Et l'extension Chrome, elle Ok. permettait de savoir qui avait ouvert ou non ton email. Ah, ça partait de là, ok. Ouais, ça partait juste de là. Et en fait, comment est-ce que tu fais ça? Bah, tu mets une petite image, un petit pixel blanc dans ton site, et tu l'attaches à ton serveur. Et dès que la personne ouvre l'email, bah, l'image se charge. Et donc, du coup, toi, tu reçois une notification sur ton serveur. Donc, tu arrives à savoir si l'email est ouvert ou pas, quoi. Tout con. Donc, c'est juste avec cette petite astuce, ils ont réussi à ensuite. Bon, alors, bien sûr, c'est le début. Mais il y a beaucoup. Le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, tu vois, typiquement, cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises après qu'elles aient levé de l'argent ou après que même
peu importe le sujet, et d'ailleurs ça va être ma chaîne YouTube qui va pas mal parler de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui ne parlent plus de ces hacks. J'ai quand même traîné à The Family, tu vois. The Family, l'écosystème où il y a quand même plusieurs milliards de valorisations qui ont été créées là-bas avec les startups qu'on accompagnait, tu vois. Pas un seul entrepreneur n'avait pas craqué le système. Ça peut être de la merde, hein. Ça peut être un ancien salarié qui a pris la base de données de la boîte dans laquelle il bossait. Ça peut être, je sais pas, des automatisations à la base sur LinkedIn. Le mec, il envoyait 5000 messages par jour. Ça peut être un mec qui avait craqué YouTube, Google, un mec qui avait... bref, ils essayaient tous de contourner les systèmes pour avoir le maximum de résultats. Et ils ont raison, en fait. Je comprends pas pourquoi les gens n'essaient pas d'utiliser ou du moins de contourner des systèmes, puisque si vous le faites pas, les autres vont y arriver. Mais c'est pareil sur Facebook. En fait, aujourd'hui, on a une dimension du hack, parce que les gens n'étaient pas conscients, en fait. Mais Facebook, à la base, ce qui se passait quand tu t'inscrivais sur Facebook à la base, les mecs collectaient tous tes contacts de ton téléphone, ils prenaient les emails de tous tes contacts et les numéros de téléphone de ton téléphone, et ils envoyaient des messages tous les jours à tes contacts et tes relations pour que tu t'inscrives sur Facebook, en disant tiens, bah, Valentin il s'inscrit sur Facebook, rejoins-nous, 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 rejoins-nous. Ils ont spammé la terre entière, et Facebook est devenu Facebook aujourd'hui parce qu'ils ont fait ça, tu vois. Candy Crush, c'est pareil. Candy Crush, quand tu t'inscrivais, je sais pas si tu te rappelles comment les spams que tu recevais en mode quand tu avais plus de crédit pour pouvoir inviter tes potes et en réavoir. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont un peu plus conscience de ça. Si tu le fais aujourd'hui, tu vois, typiquement, tu invites des gens par email, tu te fais défoncer par la RGPD, la CNIL, enfin bref, tu te fais défoncer. Mais tu as toujours des manières malines de le faire, de t'adapter pour pouvoir aller chercher de la croissance, quoi. Et donc, voilà, il y a beaucoup de boîtes qui se créent, qui sont nées sur des cendres, j'ai envie de dire, tu vois. Et le truc, c'est que personne ne le sait. Tu vois, on a mis les cendres sous le château, et il va falloir aller démonter le château un petit peu pour pouvoir regarder ce qu'il y a en dessous. Mais moi, j'ai des histoires que je connais qui sont extraordinaires, tu vois. Franchement, j'ai toujours été passionné de voir comment est-ce que les gens arrivaient à leur fin. Hitch, pareil, c'est un énorme pirate, le mec, tu vois. Le mec, je sais pas si le mec essaie de concurrencer Uber. Il a fait conduire quand même des drivers illégalement dans Paris pendant plusieurs mois, années, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter, tu vois. Mais enfin, Uber, pareil, hein, ils ont fait des trucs illégalement, ils ont graissé la patte à des ministres. Enfin, il y a rien, il y a aucune innovation qui se crée sans d'ailleurs, il y a une data qui existe. Il y a un mec qui avait analysé ça justement dans les startups qui disait qu'il y avait toujours 20% de devil side dans les entreprises. 20%, c'est quand même beaucoup, pas dégueu. Ouais. Donc voilà. Effectivement, ok. Je suis d'accord, on va dire, n'importe quelle boîte, dès que c'est un peu innovant, on va dire, part du growth hacking ou fait des techniques, on va dire, un peu non conventionnelles pour ensuite développer, et une fois qu'elle est grosse, on va dire, on l'oublie. Toi, c'est un peu ton cas, tu vois, aujourd'hui, tu es un formateur, on va dire, qui est reconnu, et du coup, on se pose plus la question. Au début, justement, c'est quoi un peu les trucs un peu non conventionnels que tu as fait, surtout pour lancer un peu la machine? Les cendres, comme tu dis. Pour les trucs, tu veux que je te parle des trucs non conventionnels que j'ai fait? Ouais. Bah moi, j'ai fait des hacks SEO assez rapidement, donc je me suis positionné très rapidement sur Google. J'avais bien pris ça à The Family sur le SEO. Les trucs de moi, enfin des trucs que je peux pas trop dire, tu vois, C'est sur ça. ce que j'ai mis en place, mais c'était beaucoup c'était beaucoup comment dire euh, moi j'ai eu le succès que j'ai eu par rapport au hack du produit. J'ai pas je suis pas forcément j'ai fait plein de techniques qui m'ont permis d'avoir plein de clients. Donc, je sais, j'avais 10 rendez-vous par jour. On en parlait tout à l'heure sur mon Calendly. Mais tu vois, j'ai reçu quand même quand tu te dis, OK, Kevin se lance dans la formation. Parce que là, tu vois, c'est facile. Ça fait 3 ans que je me suis lancé. Tu me dis que je suis reconnu, mais je suis pas parti je suis parti de zéro, tu vois, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Donc si demain quelqu'un veut faire la même chose que moi,
tout le monde ne va pas y arriver. Donc, il y a surtout que en fait, tu t'attaques à des gens, tu vois, dans le gros hacking, tu t'attaques à des gens qui quand même sont plutôt smart. Genre, tu fais de la formation growth hacking. Donc, les gros hackers en face de toi, c'est souvent soit des gros bourrins, soit des mecs excellents, hyper intelligents, soit des mecs ultra bons dans la visibilité. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait Germinal à Ouais. l'époque qui est arrivé dans les foudres. Hein. Moi, j'ai battu contre The Family et Germinal. Donc, en gros, voilà, quand même des entreprises qui ont beaucoup de visibilité et qui m'ont bien tapé sur la tête. Et en fait, quand je me suis lancé, donc j'avais plein de leads, j'avais plein de clients, etc. Mais en fait, quand la concurrence était trop visible et que je commençais à avoir beaucoup trop en fait, que je me faisais vraiment écraser par la visibilité, parce que bon, je suis connu aujourd'hui, mais je suis pas non plus le meilleur en médias, tu vois. Genre, bon, j'ai 55 000 abonnés sur LinkedIn, mais c'était quand même, il y a des gens qui m'ont dépassé en 2 ans. Tu vois, moi, là où je suis bon, c'est dans la vente, tu vois, c'est dans la technique de vente. Donc, je fais beaucoup de chiffres d'affaires, j'arrive à vendre, j'arrive à convaincre, voilà. Mais, et du coup, je pense que le meilleur hack que vous puissiez faire demain, c'est juste de connaître vos forces par rapport au marché dans lequel vous évoluez. Parce que vendre de la formation, c'est difficile de le faire en mode, ouais, tu veux une formation en prospection ou voilà. En revanche, vous pouvez assez rapidement créer ce qu'on appelle des chevals de Troie pour collecter des données, par exemple. Tu vois. Ça, c'est ce que je me suis amusé à faire parfois. Mais surtout, je pense que le hack qui a été le plus sur lequel j'ai assez tabassé, c'était LinkedIn. Euh, et moi, j'ai utilisé cette plateforme en me disant, ok, c'est la plateforme que je vais absolument utiliser pour pouvoir générer du lead. Et à l'époque, Germinal est arrivé en bombe. Je ne sais pas si tu te souviens de Germinal. Germinal, c'était ceux qui faisaient des formations. Maintenant, ils n'existent plus. Je me souviens de Mais Grégoire, mais pas forcément de Germinal. ouais, bah voilà, Grégoire Gambato, l'un des premiers influenceurs sur LinkedIn français. Et en fait, quand ils sont arrivés, putain, j'ai pris la foudre parce que, enfin, je me rappelle encore, genre, quand je faisais des calls avec des gens, les gens me disaient, ouais, j'hésite entre toi et Germinal, etc., machin. Et en fait, c'est là où, tu vois, tu te dis que, ok, les hacks, c'est bien, mais il y a aussi un truc que je me suis dit où, quand je regardais un peu la visibilité, la notoriété qu'ils avaient sur leurs produits, quand j'allais sur Internet, et je regardais les témoignages de leurs clients sur leur formation, je regardais en fait, putain, les gens ne sont pas forcément contents, tu vois. Je regardais plus, j'avais 60% de mauvais avis et à peu près 40% de bons avis. Donc je me suis dit, putain, Ouais, c'était le quand même. ratio est pas ouf du tout, ouais. Ouais, en fait, et c'est là où je me suis dit, en fait, ils sont meilleurs que moi en audience. Donc là où le seul moyen de les avoir, c'est avec un produit qui est meilleur que le leur, tu vois. Et donc du coup, j'ai cravaché, j'ai fait une version 2 de mon produit. J'ai rajouté, tu vois, les mises à jour. J'ai joué en fait avec leurs faiblesses. Et ça, c'est un hack, tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, eux, leur faiblesse, ça va être le produit. Donc moi, je vais essayer de montrer que mon produit, il est incroyable par rapport au leur, tu vois. Je vais mettre des témoignages, je vais demander des avis, je vais mettre des mises à jour offertes, je vais mettre des groupes, je vais tout mettre, tu vois. Je vais travailler vraiment pendant 1 mois, 2 mois sur le produit. Et au bout d'un mois, 2 mois, ben, en fait, la décision de prendre ma formation, elle était évidente par rapport à ce que les gens voyaient sur Germinal, où c'était beaucoup de fame, et moi, où il y avait des avis très concrets, tu vois, sur le produit et sur l'offre que je faisais. Donc, je pense que c'est un peu... ça, c'est un truc dans lequel il faut être hyper attentif sur les hacks que vous faites. Euh, c'est vraiment de se poser la question, quelle est la faiblesse de l'autre et quelle est la force que j'ai, tu vois. Ça sert à rien tu vois, c'est vraiment la stratégie du lapin et de la tortue, quoi. En gros, le Mm. lapin, il croit qu'il est beaucoup plus fort, tu vois. Mais de se dire qu'il y a forcément, et ça c'est un levier psychologique que j'ai, et d'ailleurs qui saoule beaucoup mes équipes, hein, parce que le meilleur moyen de tester si ça marche, enfin le meilleur moyen de voir si ça marche, c'est de tester, tu vois. Et je déteste quand on me dit c'est impossible. Le mot que je déteste, c'est impossible. Et donc en fait, quand je suis arrivé là-bas, effectivement, je me suis dit putain, ça va être chaud, mais ok. Ouais. Et en fait, il faut être un peu compétiteur et se dire ok, bon bah, ok, pas de problème, je vous laisse l'acquisition. Je vais pas me battre contre vous parce que vous êtes meilleur que moi. En revanche, bah, amusez-vous à acquérir plein de gens
Et derrière, je sais très bien que le plus intéressant, ça va être la delivery. C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes que vous allez faire venir, ils vont pas vous défoncer, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé au final. Germinal, ils se sont fait pas mal défoncer. Je les voyais sur les groupes Facebook se faire un peu allumer sur leur contenu, etc. Et alors que moi, bah, je continuais juste mon petit bonhomme de chemin et j'ai perduré, enfin, j'ai continué et je suis encore là aujourd'hui alors que le sont plus, tu vois. Alors qu'ils étaient 15 et j'étais tout seul. Euh, et voilà, en fait, faut pas croire que les gens font pas d'erreurs. Euh, et je pense que pour être un bon gros hacker, faut avoir c'est un bon exemple de se dire, faut avoir une vision très macro et de la jouer sur le long terme. Tu vois, c'est vraiment une stratégie de guerre, hein, l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est exactement là clairement ce que j'ai fait, c'est une stratégie de guerre. Si tu lu le bouquin de la guide de guerre, c'est ok, bah De la guerre. laisse-les. Tu vois, ils sont dans l'opulence. Clairement, tu vois, t'imagines, c'est un village. Toi, t'es un petit tout seul dans ton coin et tu veux tuer un village, tu vois. Bah, juste cloisonne-les, laisse-les finir leur nourriture et attends qu'ils meurent tout seuls, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça en fait, l'entrepreneuriat. Il y a une partie un peu de comprendre comment est-ce qu'on peut gagner sans moyens. D'ailleurs, il y a 30% de victoires qui sont attribuées à des entreprises qui sont plus petites que la moyenne. D'ailleurs, dans les dernières années, il y a des entreprises, toutes les Fortune 500, 98% des Fortune 500 ont disparu dans les 50 dernières années. Mais c'est parce que, en fait, aujourd'hui, avec le web, tu as beaucoup plus de facilité de détruire une grosse entreprise quand tu es seul qu'avant, tu vois. Aujourd'hui, tu peux, tout seul, tu peux concurrencer des boîtes à plusieurs milliards, quoi. Et c'est ce qui se passe, hein, d'ailleurs. Mais voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Je C'est un sais même plus peu ma question, mais décousu, je mais vois le truc intéressant à dire. Bah, ça, juste pour le sujet de l'exemple, toi, avec Germinal, c'est que c'est ultra intéressant parce que dès que tu te mets dans le prisme, ok, je pense long terme, en fait, tu peux dire que limite Germinal, ça t'a aidé parce que si tu dis, ok, j'ai le meilleur produit, comme tu avais un marché qui n'était pas encore très connu, on va dire que c'était plus, on va dire, de l'évangélisation, tu vois. En fait, tu sais que Germinal, ils ont beau bourriner l'acquisition, presque tous les clients qui vont signer, in fine, s'ils sont pas d'accord, ils finiront avec toi, tu vois. Donc, effectivement, au final, faut voir deux choses avant de dire que la concurrence, on va dire, est néfaste là-dessus. ouais, non, mais de toute façon, si j'avais essayé d'investir l'argent que je gagnais dans l'acquisition, parce qu'il aurait fallu que j'investisse, tu vois, parce que j'avais pas clairement pas tu vois, ils avaient Nina Ramen, Grégory Gambato, Jordan, ils me défonçaient en fait, clairement. Ouais. Donc c'est ça, c'est un jeu de cartes en fait, c'est un jeu de savoir ok quelle carte tu gardes jusqu'à la fin et quelle carte tu vas jouer à la fin pour gagner. Et c'est ça en fait tu vois, l'esprit du hack, c'est pas forcément aller bourriner et aller absolument vendre ton truc. C'est d'être le meilleur sur ce que tu fais. Ouais, 100%. Parce que, aussi, tu as parlé d'un point qui était intéressant, tu vois, du fait que maintenant, aujourd'hui, tu vois, avec l'IA, le code, le contenu, en fait, enfin, tous les leviers plus ou moins modernes, tu peux aller concurrencer, on va dire, des immenses boîtes tout en étant seul, là où tu peux pas forcément le faire avant. Et c'est que je trouve ultra intéressant, tu as plein d'exemples. Bah, le dernier, je pense, en date, le plus connu, c'est bah, dire Kylian, que j'ai interviewé du coup il y a quelques mois dans le podcast. Kylian, du coup, de Tapit. Mhm. Et tu vois, lui, c'est très simple. Enfin, ok, bon, bah, je vais faire des liens. Bitly, ils font genre X millions. Linktree, ils font X millions. Moi, je vais faire uniquement ça. Je vais mettre du bon contenu et je vais faire ça. En fait, une team, ils sont deux trois et en fait, ils sont en train d'exploser. Je me rends pas compte jusqu'à où ils vont aller, tu vois. Mais effectivement, en fait, enfin, aujourd'hui, avec le contenu et l'IA, enfin, tu vois, qui sont parmi les leviers dont parle Naval Ravikant, tu as le capital, l'humain, le code et le média. Le capital, tu peux t'en passer. L'humain, ça marche très bien. Enfin, il y a plein de business pour lesquels il te faut de l'humain, mais en attendant, tu peux quand même t'en passer. Et si tu fais uniquement code et médias, bah, typiquement comme tu l'as fait, tu peux aujourd'hui être ultra ambitieux tout en voulant restant plus ou moins seul, on va dire. Ouais, exactement. Bah, c'est tous les leviers scalables. Il y a une phrase qui dit, alors je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est il est donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Bon, c'est un petit peu abusé, tout le monde me dit ça, mais cette phrase, elle m'inspire beaucoup parce que tu vois, c'est toujours la même chose de se dire, ok, en fait, c'est peut-être lourd, mais il y a forcément un truc à faire pour pouvoir pour pouvoir y arriver. Et c'est cette manière de penser, cette manière de réfléchir. Alors bien sûr, il faut, comme je t'ai dit au début, hein, beaucoup de créativité, essayer d'être, tu vois, d'être assez rationnel et de pas partir dans tous les sens. Ça, c'est vraiment le gros problème des gros hackers que je rencontre en général. Mais à partir du moment où tu es concentré sur un truc et tu sais que tu es confiant, de toute façon,
à partir du moment où quelqu'un te bouffe sur l'acquisition, le meilleur moyen de le bouffer, c'est sur le produit. Tu vois. Mm. Enfin, tu vois, enfin, un bon produit, ça se voit assez rapidement. Et surtout c'est vicieux de faire de l'acquisition. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les formations que je connais, qui sont concurrentes de les miennes, elles coûtent toutes 8 000 euros. Voilà, j'ai regardé entre 4 et 8 000 euros. Ah ouais? Mais c'est parce qu'en fait, elles se sont mises sur un marché B2B, je pense, parce que tu vois, clairement, et c'est smart de leur part, parce Mm. que du coup, ils ont vu que j'arrivais. Ils ont dit, OK, bon, bah, on a deux choix, soit le concurrencer, essayer d'être meilleur que lui, soit aller chercher une autre cible, tu vois. Donc ça aussi, en fait, mes concurrents, ils ont été smart d'aller augmenter leur prix pour aller délivrer à des entreprises qui sont plus grosses et qui ont plus les moyens de payer. Donc, ouais, chacun joue avec ses cartes, quoi. Tu vois, tu l'enlèves, tu la retires, tu l'enlèves, tu la retires. C'est assez marrant. D'ailleurs, pour un peu le contexte, et même en fait, j'ai des questions précises là-dessus. Tu parles de ton produit, tu dis qu'on va dire que ton premier hack, c'était ton hack de produit. Tu as fait une fois. Et justement, en fait, comment tu as décidé, on va dire, quel produit tu allais vendre? Dans le sens, en fait, tu as plein d'écoles différentes. Tu peux faire, comme tu l'as fait, je fais un seul produit, plus ou moins général, et du coup, j'ai plein d'angles marketing différents. Tu peux faire des choses plus comme par exemple, à la Antoine BM, qui dit qu'il fait que des mini-produits, et du coup, tu as 20 produits différents que tu vends différemment, indépendamment. Tu as également, bah, par exemple, tu vois, tu l'as dit, les modèles un peu à la Mathis Clouet. C'est également un peu formation, mais je te mets une brique, done with you, accompagnement. Du coup, je te facture ça plus cher. Et donc, du coup, on va dire que je suis un peu Mm. plus responsable de la réussite ou pas. Pourquoi toi, tu as décidé de faire une seule formation et de poser tout ton marketing sur un seul produit? Bah, ça demande beaucoup moins d'énergie déjà. Quand tu es tout seul, c'est plus facile de vendre qu'une seule offre. Mm. Euh, c'est parce qu'en fait, ça me fait un peu rire les gens qui veulent aller vendre plein de produits. Ah, j'ai fait une formation X, Y, Z, alors qu'en fait, mec, t'as pas du tout l'audience de vendre tout ça et t'as pas du tout l'équipe pour le faire. Tu vois. Antoine, je pense que son modèle marchait bien avant. Là, je pense que ça doit un petit peu moins bien marcher Ouais, quand tu es je tout pense. seul sur une thématique comme la sienne pendant des années, où en fait, ouais, Antoine BM, il fait une formation Instagram. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui font des formations sur Instagram et qui sont toutes meilleures que Antoine BM, tu vois. Donc à Mm. l'époque, je pense que le bet, le pari de faire effectivement beaucoup de formations sur des thématiques variées, ça marchait très bien parce que du coup, il n'y avait pas de concurrence. Tu vois, les mecs sur les tunnels de vente aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont largement meilleurs qu'Antoine BM pour faire des tunnels de vente. Euh, donc moi, j'étais pas. Je pense que le focus, c'est hyper important. Il faut vraiment masteriser ton offre. Moi, en revanche, j'avais un produit, mais le prix a beaucoup varié. J'ai beaucoup testé, ok, à quel prix est-ce que je peux le vendre au maximum, etc. Et surtout, en fait, euh, là, tu vois, je lance une deuxième offre, mais je pense que c'est difficile les gens ont du mal en fait à te. Tu vois, moi, c'est une offre, enfin, tu vois, c'est Kevin, une offre, boum, tu vois. Et c'est ce qu'on dit, c'est un canal, 1 million, une audience, tu vois, terminé. Euh, mais euh, mais j'ai essayé d'aller chercher sur d'autres offres, etc. Et en fait, je me rendais compte que c'était trop compliqué. Tu vois, je voulais faire une formation IA grosse, mais pareil, en fait, mon contenu, il va beaucoup retranscrire l'IA, donc c'est chiant, tu vois. J'ai pas envie forcément de faire un contenu qui retranscrit uniquement sur l'IA. J'ai envie de faire plein d'autres trucs. Mm. Euh, et, euh, et ouais, par exemple, enfin, tu vois, je fais aussi du contenu. Enfin, je pense que, en gros, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que tu as une offre, un peu Mhm. comme Apple. Tu vois, c'est souvent l'exemple que je donne. Tu as Apple, quand il a lancé l'iPhone, et d'ailleurs, c'est un truc qui est assez drôle quand il fait sa présentation. À un moment, il fait un iPhone, browser, un iPod, machin, et il le répète 3 fois, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, avant cette conférence, les gens, ils pouvaient pas imaginer avoir un iPod, parce que tu as le petit iPod, Mhm. et Internet, qui utilise son ordinateur, dans un seul téléphone, plus ton téléphone dans un seul téléphone, tu vois. Les gens, c'était impossible à imaginer. Mais tu vois, les gens, ils vont dire, ouais, en fait, ce qui vend au final, c'est un seul produit qui fait plusieurs choses. Et en fait, quand tu lances une offre, je pense que les gens essaient de tout dire. Tu vois, quand tu fais du contenu, par exemple, ils essayent de te dire, oui, par exemple, moi, je fais une formation gros hacking et tu vas apprendre l'automatisation et tu vas apprendre le scrapping et tu vas apprendre à écrire sur LinkedIn et blablabla. En fait, le truc le mieux de ce que j'ai compris pour vendre un produit et comment est-ce que tu
tu dois le faire toi de ton côté, c'est en fait de partir sur une spécificité de ton produit. Par exemple, si t'es Apple, bah ok, 1000 musiques dans ton téléphone, tu vois. En fait, ça te parle parce que si tu as envie d'écouter de la musique. Moi, si par exemple j'ai envie de te vendre ma formation gros hacking, je vais te parler d'automatisation. Mais à l'intérieur de ma formation, t'as pas que ça. Tu as aussi LinkedIn, scrapping, blablabla, 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 IA, etc. Tu vois. Et donc en fait, c'est limite mieux, ça marche limite mieux de vendre un petit truc pour qu'ensuite la personne se dise ouais, et en plus j'ai tout ça derrière. Que de vendre toute une spécificité de produit pour étaler tout ton bordel dans le truc. Donc moi, j'ai décidé de me concentrer sur un seul produit. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ça te demande beaucoup d'énergie de vendre plusieurs produits. Donc il faut concentrer son énergie sur les choses. Si tu es tout seul, en fait, c'est adapté à ton lifestyle, tu vois, de ce que tu veux faire, etc. Et l'autre truc que je voulais dire sur ça, c'est ouais, du coup, le deuxième, c'est de comprendre aussi les variables économiques, tu vois. Euh, les gens, ils vont définir un prix en fonction, par exemple, ah, je pense que c'est un bon prix de faire 500 euros. Ah, je pense que c'est un bon prix de faire 700 euros. En fait, le meilleur moyen de définir son prix, c'est de se dire, OK, tu veux faire 1 million par an. OK, combien de personnes tu peux ramener sur ta formation? OK, combien de personnes t'as ramené l'année dernière sur ta formation? OK, à combien tu dois le vendre pour pouvoir faire ce chiffre, tu vois. Et si tu te rends compte que c'est trop compliqué, eh ben, il faut que tu augmentes ton prix ou que tu l'ajustes, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est comprendre les variables économiques. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans, c'est des RevOps. Euh, ça te permet de. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peu d'audience et qui font beaucoup de cash. Euh, Ça te permet d'avoir beaucoup d'argent en remonétisant ton audience. Tu vois. Donc voilà, sur le truc, ce que je conseillerais à quelqu'un s'ils veulent se lancer en solo business, moi je ferais plus un produit pour masteriser le truc, pour vraiment que ce soit clair. Moins tu as de choix, plus c'est simple. Les gens, ils n'ont pas envie de dire ah, mais en fait, il y a la formation automatisation, il y a la formation IA. En tout cas, dans le B2C, il faut un truc simple. Dans les entreprises, peut-être que tu peux diviser en plusieurs catégories, tu vois. Bah, tenez, vous, 300 balles, 400 balles, 500 balles pour faire comme des packages, ils aiment bien. Ils Mais aiment les bien, ouais. B2C, il faut un truc simple, tu vois, actionnable, etc. Et la deuxième chose que je dis, c'est de penser à votre chiffre d'affaires avant que vous voulez faire par an, essayer de le diviser pour essayer de voir à combien est-ce que vous pouvez le vendre et à combien de personnes est-ce que vous pouvez le vendre. Et c'est ce que dit d'ailleurs Hormozy quand vous dites, OK, moi par exemple, ma formation elle coûte 1000 euros, mais si je veux la vendre 3000, là à l'heure actuelle, je pense pas que les gens vont l'acheter à 3000. En revanche, si je veux la vendre à 3000, bah là c'est ce que je suis en train de faire, bah, c'est rajouter fonctionnalité 1, fonctionnalité 2, fonctionnalité 3, fonctionnalité 4, etc. Donc c'est augmenter la valeur, quoi, tout simplement. Et c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Voilà. En gros, tu pars d'un. Je pense que on est un peu des artisans, comme dit Antoine BM, mais quand tu es artisan et que tu comprends le business, en tout cas les variables économiques comme ça, je pense que ça peut faire très très mal, tu vois. D'ailleurs, Antoine BM, ils vont plus trop de formations, je crois, mais enfin là, je crois Il qu'il me fait semble une que application il s'est mobile. calmé, ouais. Hmm. Ouais, bah, je pense c'est un peu, on va dire, le dada un peu des formateurs. Enfin, j'ai invité Emilio Abril là récemment, bah, du coup, c'était, je pense, il y a quelques épisodes. Et pareil, les formations, on va dire, ça le saoule un peu. Du coup, là, il lance un logiciel les infopreneurs, Tiny Pages. Et du coup, ouais, je pense qu'au bout d'un moment, t'as un peu envie de changer ça. Alors, juste, j'avais pas Bah, mal de tu sais, c'est questions. pas facile. En vrai, Vas-y. faire des formations en ligne, franchement, c'est l'enfer, hein. Les gens, ils disent, ouais, c'est trop cool, tu gagnes grave du cash, etc. Mais franchement, déjà, tu te fais bannir de Stripe parce que tu vends des formations en ligne. Très souvent, tu as une image de Ça, c'est- merde. tu Alors passes que, par quoi, du coup? C'est précis, mais du coup, comment tu fais quand Stripe te banne? bah, tu recrées des comptes, tu t'appelles les avocats, tu te bats, quoi. T'as pas le C'est choix. ouf. Ok. Et ouais, ça c'est incroyable. Genre, t'es vraiment traîné dans la boue, quoi. T'es vraiment le dropshipper Alors qu'en vrai, t'apprends juste des compétences à des gens, tu vois. Genre, Mais bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Donc je comprends que le mec Justement, ne veuille plus faire de formation. bah ouais, je comprends.
D'ailleurs, est-ce que tu as quand même essayé des upsells? Parce que d'ailleurs, moi, j'avais pris ta formation il y a quelques années, donc je l'avais payé, je pense, 400 euros. C'était les très bons prix, on va dire, de lancement. Et Ouais. il me semble de souvenir que tu avais quand même essayé de faire des upsells avec d'autres formations, mais je sais pas si tu l'as fait, si ça a marché et si tu es revenu là-dessus. Ou peut-être que c'est juste moi. Ouais, je fais des upsells. Il y a Ouais? l'upsell ChatGPT, ouais. Il y a un Ok. bundle et un upsell d'achat de la formation classique à 850 et avec à la 1003 en gros en tout et avec pendant la vente, donc quand tu achètes juste la formation, tu as un upsell pour l'atteindre à 300 euros moins cher en gros. Ok. Justement, alors, avant qu'on parle un peu plus du coup de pourquoi tu as lancé du coup une V2, on va dire, de ton offre et ce que tu as mis dedans, tu as parlé, on va dire, du fait de définir ton pricing en fonction des objectifs de CA que tu t'étais fixé. Toi, tu as dit 1 million par an. Alors, je sais pas si tu as dit ça rapidement, je sais pas si c'était véridique pour toi. Mais j'aimerais quand même, tu nous parles un petit peu de comment tu as un peu cassé ces plafonds de verre dans ta tête et quel objectif tu t'es fixé dans le sens, parce que du coup, je te dis un peu mon retour d'expérience. Moi, il y a quelques années, j'avais associé le fait d'être ambitieux à vouloir faire une agence. Parce que quand tu fais du marketing, c'est précieux de faire une Hmm. agence ou de faire un SaaS. Et du coup, tu es là, en fait, j'ai pas trop envie de recruter. Mais si je recrute pas, bah, du coup, je vais être plafonné à 10 000 euros. Enfin, tu vois, le truc classique, ou 10 ou 15 000 euros. Et je me rappelle, alors, je sais pas à quel point tu communiques là-dessus, mais tu vois, tu avais parlé de 70 000 euros par mois, tu vois. Peut-être c'était un bon mois, je me rends pas compte, tu vois. Et en fait, ça avait explosé ma barrière dans le sens, en fait, j'ai le droit de vouloir être solopreneur et d'être ambitieux et de pouvoir faire autant de CA qu'une agence sans avoir une agence, on va dire. Donc, de un, quel CA t'as fait si t'en parles? Et de deux, comment t'as atteint ce CA-là en te disant que t'étais tout seul et que tu voulais le rester? Ouais, c'est intéressant comme question. Ouais, bah, j'ai fait plus de 700 000 euros en un an seul en écrivant une fois par jour sur LinkedIn. Donc, ouais, tu vois, genre, clairement, les Hop. plafonds de verre, je les ai bien pétés. Je crois que c'est à peu près, ouais, c'est 700, un peu moins de 70 000, enfin, 60, 68. Sachant que t'as pas d'acquisition, t'as pas d'équipe, t'es tout seul, quoi. Donc, en gros, tu te prends Ouais. 70 000 euros de marge, enfin 60 000 euros de marge dans la poche, quoi. Euh, c'est intéressant comme question parce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, le premier mois de ma boîte, déjà, j'avais fait 9 800 euros, quelque chose comme ça. Ok. Et je me suis dit, putain, ça c'est assez ouf. Donc en fait, moi, je me suis tout de suite mis dans le train, ok, faut que je vende, faut que je fasse du cash, tu vois. J'ai une espèce Et comment est-ce que je l'ai fait? Je me suis dit, ok, parce que je suis entrepreneur depuis quand même pas mal longtemps de temps et je sais que le chômage, c'est vraiment un gros danger pour te reposer sur tes lauriers, quoi. Donc moi, je suis un peu un buff, quoi. J'avance, j'y vais et il faut absolument que je fasse du cash, sinon je vais mourir, quoi. Dans ma tête, c'était comme ça pendant un an. Ok. Et, euh, et du coup, ce mindset-là, je l'ai eu souvent. Et il y a eu, je pense, trois barrières mentales que j'ai débloquées. La première, c'était sur une rencontre que j'ai faite sur la plage en Espagne, je me rappelle encore, d'une nana qui me dit, ouais, moi je vends des accompagnements à 3000 euros, machin. Voilà, les gens ils payent. Je fais, en gros, découverte du high ticket. Tu vois. Ok. Je fais, ok, d'accord, intéressant. Tu sais quoi, je vais tester. Je rentre chez moi, je fais une page de vente, ça me prend 15 minutes. J'ai du coup des gens au téléphone dans la journée. Euh, J'en close 3 dans la journée. Donc 3 fois 5000, je fais 15 000 euros dans la journée. Du coup, premier déblocage mental, c'est ok. Donc en gros, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Je stagnais à 15 000 euros par mois. Là, je viens de faire 15 000 euros par jour. Tu vois. Donc ok, les gens Tu sont vendais prêts quoi à à payer 5000, cher en fait pour juste pour être des. précis? Je vendais un mois et demi d'accompagnement avec 1 heure de live par semaine, la formation, un groupe WhatsApp. Voilà. Ok. Voilà, classique, très simple. Hein. J'ai pas pris Ouais, beaucoup, c'est ça. pas vraiment pris la tête. Euh, voilà. Et donc ça, c'est la première barrière mentale que j'ai dépassée. Ensuite, cette fois, j'étais à Paris et j'ai un pote qui m'appelle et tu sais, moi, je stagnais du coup à cette époque entre 20 et 30 000. Et là, j'ai un pote qui m'appelle et il me dit, ouais. Et je fais du coup comment ça se passe la boîte d'un mec qu'on connaissait en commun. Il fait ouais bah ça va. Il fait 80, 100 000 par mois. Je fais quoi? Il fait ouais, il fait 80, 100 000 par mois. Et là, du coup, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, bon, en fait, comment est-ce qu'il arrive à faire en un mois ce que j'arrive à faire en 2, 3 mois, tu vois, en 3, 4 mois. Et c'est vraiment cette notion de se dire raccourcir le prisme que tu as en te disant, il faut absolument que je bosse beaucoup plus pour pouvoir faire beaucoup plus, tu vois. Et en fait, ça, c'est faux. Parce que du coup, il faut réfléchir en effet de levier.
Et en fait, j'ai tout simplement éliminé tout ce qui marchait pas et concentré sur uniquement les choses qui marchaient. Et j'ai fait x10 dessus, tout simplement. Donc ça a été le deuxième déverrouillage. Et le troisième déverrouillage que j'ai eu, ça a été quand j'étais à Bali cette fois. Un mec que je rencontre qui fait aussi des formations en ligne. Il était tout seul. Et lui, je lui dis je sors d'un webinar, machin, trop cool, j'ai fait X milliers d'euros, etc. Il fait ouais, c'est pas mal. Je fais toi tu fais combien, genre pourquoi tu te fous de ma gueule, tu vois. Et là il prend son téléphone, je le rappelle toujours, et il me montre l'email de sa banque qu'il vient de recevoir. Il avait reçu 439 000 euros la veille, Ok. du coup, sur son compte en banque. Et en fait, en lui parlant, j'ai compris plein de choses en fait. J'ai compris plein de choses sur le scale, l'effet de levier, comment est-ce qu'il était pris, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et qu'en fait, là où lui, il arrivait à très bien gérer son histoire, c'est qu'il avait positionné effectivement des gens, alors que moi je voulais pas du tout recruter, tu vois, il avait positionné des gens à des emplacements très stratégiques de sa boîte. Et ça m'a beaucoup inspiré du coup pour aller encore plus loin, tu vois, pour aller chercher maintenant les 100 000 euros par mois. Seul, bon, pas seul, mais avec 3 personnes, quoi. Et c'est ça, en fait, je pense, le meilleur moyen de débloquer, c'est d'aller voir des gens qui font plus que toi. Et c'est pour ça, au début, on parlait de la France, mais la France, en fait, les gens, 10 000 euros, en fait, c'est un levier psychologique où les gens se disent, ouais, c'est peut-être atteignable, tu vois, c'est OK de peut-être atteindre 10 000 euros. Tu sais, c'est accessible, tu peux un peu le toucher du doigt. Et en fait, c'est parce que les gens se mettent un mauvais, comment dire, un mauvais, une mauvaise ambition en fait. Les gens ont peur d'être ambitieux. Et pourquoi est-ce que tu dis pas, ok, je veux faire 100 000 euros par mois? Et essaye, vois. Et peut-être que ça va pas marcher, hein, mais peut-être que tu vas faire. Du coup, si ton objectif il est plus de 10 000 et qu'il est de 100 000, tu vas voir il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu vois, Ouais. il y a tout qui va changer même. Donc je pense que, tu vois, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire 1,5 million par mois. C'est mon objectif, c'est de faire 12 millions par an. Ok. Euh, et il y a 3 ans, c'était de faire 10 000 euros par mois. Il y a 1 an, c'était de faire 100 000 euros par mois. Et en fait, le palier, il est hyper haut, je suis hyper loin. Tu vois, ça me donne limite le vertige de me dire, putain, comment est-ce que je vais faire pour aller faire tout ça? Mais en fait, c'est un peu il y a l'histoire je crois que c'est des puces tu sais, on les met dans un verre et ils sautent, et après ils sautent jamais plus haut que ce plafond de verre, quoi. C'est pour ça qu'on dit un plafond de verre. Ok. Et je pense que c'est le plafond de verre mental qu'il faut réussir à déverrouiller. Et ça, je pense que pour le déverrouiller, il faut aller. Tu vois, là, je suis à Cape Town. J'ai rencontré, tu vois, Guillaume Boubèche. J'ai rencontré aussi David, le fondateur de Submagic, qui sont devenus des amis aujourd'hui, Hmm. tu vois. Ouais. Et voilà. Et en fait, c'est juste des gens qui font beaucoup plus d'argent que moi et qui c'est hyper inspirant de comprendre leur modèle, de savoir que c'est possible, en fait. Et c'est sûr que si tu restes dans ta campagne avec des gens qui gagnent 3 000 euros par mois, bah, tu vas continuer à rester à gagner 3 000 euros par mois toute ta life, quoi, parce que tu vas jamais penser que c'est possible. Mais la vérité, c'est que ça l'est, tu vois. Euh, et tout le monde, ou du moins beaucoup, sont capables d'y arriver. Donc voilà, je pense que vraiment le meilleur hack pour aller gagner plus, c'est d'aller rencontrer des gens qui gagnent plus. 100%. Après, peut-être un petit hack, on va dire, bah, tu en as un peu parlé en fait de raccourcir tes délais en termes de chiffre d'affaires. Moi, ce qui a pas mal marché pour moi, et j'ai vu pas mal de personnes également, ce qui marchait, si jamais tu as du mal à penser que tu vas faire plus par mois, tu gardes ton objectif, mais du coup, tu vas raccourcir. Tu vas pas dire je fais 10 000 euros par mois. Maintenant que j'ai fait 10 000 euros, je vais essayer de faire 10 000 euros par semaine, ou alors 10 000 euros par jour. En général, je trouve que c'est plus simple, du coup, de garder le même objectif, mais de réduire totalement le délai, plutôt que de faire l'inverse. Totalement. Ouais. Bah ça, c'est ce que je faisais. Ouais. Aussi, ouais, c'était ça. J'avais oublié d'en parler. Mais le deuxième hack, c'était effectivement quand j'étais en voyage à Bali. Je me rappelle quand je faisais moins de 5 000 euros par jour, j'étais pas content. Tu vois. Donc Ok. c'est ça aussi, tu vois, c'est de se dire, ok, si tu fais pas 5 000 euros par jour, tu meurs. Et c'est des trucs cons, tu vois, mais des hacks mentaux qui marchent très bien. Ouais, c'est bon. Et tu vois, par exemple, pour faire du coup tes 5 000 euros par jour ou tu vois, pour atteindre les 3 000 élèves par exemple, c'est quoi tes canaux d'acquisition? Parce qu'en soi, j'imagine que tu as LinkedIn, tu as parlé un peu de SEO, peut-être YouTube, etc. Et concrètement, tes leads, et que ce soit maintenant, on va dire, durant les derniers mois ou dernières années, ils venaient d'où tes leads en général?
La vraie question, c'est pas vraiment des leads parce que moi, je fais pas de call. C'est ce que je te disais, je suis hyper nul Ouais. à respecter des horaires de call, mettre des trucs dans mon agenda, ça m'angoisse. Euh, mais, mais du coup, c'est une approche qui est différente. Moi, j'ai une approche qui est différente parce que je vends en ligne, tu vois. Mm. Euh, et le truc que je pense, juste pour répondre à ta question, le truc, je pense que le truc que les gens ne comprennent pas, c'est que personne n'achètera leurs produits s'ils vont pas les vendre. C'est pour ça que tu fais de l'outbound d'ailleurs. Mais Mm. les gens, en France en tout cas, ils pensent trop que les vendeurs c'est des méchants, que de toute façon, moi mon produit il est tellement bon que les gens vont venir tout seuls. Que oui, moi Je vois j'ai bien, beaucoup ouais. de bouche à oreille et ils sont hyper fiers en fait, alors que tu devrais pas être fier que 80% de tes clients viennent par du bouche à oreille. Je suis désolé, mais c'est que tu es un entrepreneur nul, tu vois. Si c'est à 80% qui viennent du bouche à oreille, bah va aller chercher fais en sorte que ce soit que 10% et va aller chercher le reste. Donc les entrepreneurs ont peur de vendre, c'est très problématique en France. Donc j'ai pas vraiment, tu vois, je pense que des leads, tu peux en trouver là demain, tu vois, on ferme l'ordinateur, je te donne un défi, trouve-moi 3 clients là dans les 3 prochaines heures, tu vas les trouver. Enfin, Mm. c'est évident que tu vas les trouver. Pourquoi est-ce que tu les trouverais pas? Tu sais faire un truc que dont les gens ont besoin, tu sais faire un truc qui enlève l'épine du pied. Tu peux lui dire, vas-y, je te fais un prix en exclusivité, tu peux le mettre en urgency. Enfin, te faire 500 là, 1 500 € dans les 3 prochaines heures, c'est pas si compliqué si tu vas prospecter les bonnes personnes, tu vois. Alors, tu peux faire des trucs en masse Bien ou sûr. tu peux le faire à la main, mais, euh, mais des gens qui auront besoin de toi, il y en a plein. Et d'ailleurs, tu vas me prendre pour Père Castor, mais il y avait une histoire que j'aime bien, Vas-y, vas-y, euh, j'aime bien. qui illustrait bien ce truc. C'était un chercheur, alors je sais plus l'école, mais il avait recruté 30 étudiants pour aller chercher des investissements, donc des fonds, pour financer les étudiants qui étaient les bourses. En gros, c'était des Ok, étudiants qui ouais. étaient recrutés par l'école pour aller appeler des gens et que ces gens-là devaient faire des dons pour financer l'école à des gens qui n'avaient pas d'argent. Et il a Ok. divisé euh, les élèves en 3 classes différentes. Une première classe de 10 personnes dans laquelle il leur avait donné un script de vente. Une deuxième classe dans laquelle il avait donné un pourcentage sur les commissions. Et une troisième classe dans laquelle, et c'est là que c'est intéressant, il avait fait venir les anciens élèves qui avaient pu financer leur école grâce aux bourses qui avaient été récoltées Mm. précédemment. Et dans ces élèves, il y avait des chirurgiens, il y avait des entrepreneurs, il y avait des cadres, il y avait des financiers, il y avait plein de gens. Et du coup, les mecs parfois venaient avec leurs enfants, parfois venaient avec leurs femmes, parfois venaient avec leurs chiens. Et pendant 1 heure tous les matins, ils racontaient leur vie. Et ils étaient devant des dizaines d'étudiants qui étaient en train d'écouter quelqu'un qui était tellement reconnaissant d'avoir pu financer son école et d'avoir gravi l'échelon social, entre guillemets, de pouvoir vivre la vie qu'il vit, parce que sans eux, c'était pas possible. Et il a remarqué qu'il y avait 30% de plus de ventes dans la troisième classe, du coup, où il avait fait venir les gens les anciens élèves qui avaient pu financer leur école grâce aux bourses. Et ça résume un truc, je pense, qui est important, c'est que, en fait, t'es dans une obligation morale d'aller aider des gens. Moi, je sais que, tu vois, genre, c'est ce que je te disais un peu au début, c'est que je veux que les gens comprennent qu'il y a d'autres manières de réfléchir, comprennent qu'il y a d'autres manières de voir les problèmes, d'autres manières, des leviers en fait auxquels ils auraient jamais pensé avant. Et j'ai plus envie d'être tout seul à penser comme ça, tu vois. Et, euh, et je sais que ça a changé ma vie, que ça a changé la vie déjà de milliers de personnes grâce à ce que je fais. Et donc moi, c'est une obligation morale d'aller aider ces gens-là. Parce que je sais qu'ils sont bloqués, je sais qu'ils ont besoin de déverrouiller un truc. Il y a des mecs qui me disent, tu sais, ils ont juste regardé une vidéo, je crois que c'était la première sur l'état d'esprit grosse. Et ils ont dit, j'ai fermé l'ordinateur, j'ai rien eu besoin de plus, tu vois. Et il y a des impacts comme ça que tu peux avoir sur des gens, parfois juste
en leur montrant des manières différentes de réfléchir, quoi. Donc voilà. En gros, ce que vous devez faire tous les matins, c'est d'aller chercher des gens à sauver, tu vois. Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, bah, c'est obligé d'y arriver, quoi. Moi, c'est dans cette optique-là que je me mettais. Ok. Et justement, comment tu vas les sauver encore plus de monde? Parce que du coup, là, tu dis que tu as une V2, que tu vas recruter quelques personnes. Donc concrètement, tu vas mettre quoi dans ta V2? C'est quoi les postes que tu vas recruter? Et tu as parlé tu vois, de 100K par mois et ensuite du coup de 1,5 million par mois. Bon, le gap est important. Comment du coup tu comptes aller sauver autant de personnes? Ouais, alors la réflexion, elle a mis du temps. Après, je sais même pas si ça va marcher, hein. Je t'avoue, j'ai juste Dur. une vision. Ma vision, elle est la suivante, c'est qu'en fait, les gens en ont marre des formations. En fait, le mot formation, les gens détestent ça. Les gens, je trouve que dans l'apprentissage, moi, tu vois, dans ma formation, il y a plein de valeurs. Et en fait, les gens parfois n'arrivent pas forcément à aller la trouver, ou alors du moins ils abandonnent. Et je trouve que c'est dommage. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est une plateforme d'apprentissage par challenge. Donc, en gros, tout ce que tu as appris Ok. dans la formation, donc, par exemple, toute la prospection, challenge de prospection. Webinar, challenge de webinar. Trouver 3 clients en 24 heures, challenge. Tout est basé sur le jeu, sur le challenge et sur l'apprentissage, soit en équipe, soit tout seul. Donc à chaque fois que tu veux entamer un challenge, tu es matché avec 3 autres personnes. La deuxième chose, c'est que ça, c'est j'ai vu à The Family, l'impact qu'il y a dans une communauté, dans une rencontre. Tu vois, moi, comme je t'expliquais, j'ai eu 3 choses qui ont changé ma vie. Et donc, du coup, j'ai envie de connecter les gens entre eux. Mm. Et je pense que l'IA peut très bien faire ce rôle quand tu arrives à expliquer, tu vois, les problèmes des gens. Enfin, quand les gens expliquent leurs problèmes, leurs thématiques, et là où ils peuvent aider les autres, et en fait de demander tout simplement à l'IA de faire un matching et d'organiser des Mhm. rendez-vous entre eux, tu vois. Et voilà, et en fait te faire en fait un click and play, quoi. C'est-à-dire, tu cliques sur un truc, tu as toutes mes ressources, tu mets en place tout ce que je sais, tu actionnes des choses que très rapidement sur des thématiques très précises de conversion, d'acquisition, etc. Et en plus de ça, j'ai envie de me mettre plus à être avec les gens aussi en live, parce que je pense que tu vois, je peux avoir un impact aussi sur je fais souvent ça pendant des dîners, etc. Mais tu vois, parfois je dis 2, 3 phrases à quelqu'un, et ça lui change tout son business. Et je pense que sur les Q&A, ça peut être hyper intéressant aussi de le faire. Je suis un peu trop dans je pense que je suis un peu trop dans je me suis Tour plus assez d'ivoire, ouais. reconnecté aux gens. Ouais. Bah après, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, tu vois. Le seul truc, c'est qu'il faut que je le fasse avec les bonnes personnes, parce que euh, il y a beaucoup le seul truc qui me fait peur et pourquoi je l'ai plus fait, c'est que quand tu fais de l'accompagnement, il y a des gens qui reposent tous leurs espoirs sur toi. Oui. Et que quand ils y arrivent pas, bah, c'est de ta faute. Et ça m'exaspère, tu vois. Ça vraiment, en fait, ces gens-là, je les hais au plus profond de moi-même. Donc j'en ai eu 2 là récemment, qui sont du coup, tout le monde a eu des résultats sauf eux. Et en fait, s'ils n'ont pas de résultats, c'est de ma faute. Euh, et ça, c'est vraiment des cancers pour les gens comme nous parce que enfin, je pars du principe que enfin, t'es responsable de ta boîte en fait, et que si ça marche pas, c'est ton problème, tu vois. Enfin, c'est toi qui a les rênes et que moi je vais pas prendre ta boîte pour la monter à ta place. Donc voilà, en gros, j'essaie d'attirer des gens qui sont aussi dans mon univers et de faire en sorte de lier mon lifestyle aussi parce que je suis pas forcément tu vois, j'aime pas trop les one-to-one, les trucs comme ça me fatigue, ça Mm. me prend beaucoup d'énergie, donc de plus faire comme ça. Et aussi j'espère je vais essayer de voir si je peux faire un autre prix, donc pour organiser moi j'aime bien voyager aussi, pour organiser des voyages, tu vois, avec des entrepreneurs pendant une semaine, un week-end quelque part, Ok. en mode gros mastermind, tu vois. Et là, du coup, ce sera des prix un peu plus élevés pour des gens qui sont un peu plus avancés pour aussi, moi, créer mon propre écosystème avec des gens qui sont à mon niveau ou des gens qui sont même avancés euh, pour voilà, créer des liens. Donc voilà, en gros, c'est la version un peu améliorée. On va voir si ça marche. En tout cas, j'ai testé là.
sur le truc des challenges. Les gens adorent ça. C'est ce qu'a fait aussi Hormozy, hein. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il avait fait ça aussi. Mm. Les gens adorent se connecter entre eux et tout, mais voilà, il y a beaucoup de challenges techniques, beaucoup de challenges de, d'engagement, tu vois. Donc là, je vais essayer de faire les premières ventes, je pense, d'ici la semaine prochaine, Ok. pour voir s'il y a du market fit ou pas, quoi. Et on va voir. De toute façon, si ça marche pas, je ferai autre chose, tu vois. Mais de toute façon, j'ai toujours ma formation, mais j'essaye, tu vois, de repartir sur un autre truc un peu plus innovant, une version 2 que j'aurais aimé avoir euh, pour se lancer. Et là, en fait, la promesse, c'est comment est-ce que tu peux mettre pour 3 000 € euh, le même accompagnement d'un accompagnement qui en coûte 10. Tu vois, c'est ça le challenge, tu vois, c'est ça l'effet de levier, voire 50 000 par an. Comment est-ce que tu peux faire pour faire ça, quoi? Qu'est-ce que tu dois mettre dans ton accompagnement pour faire ça? Et comment est-ce qu'avec l'IA, tu peux, tu vois, scaler en fait un accompagnement mastermind? Parce qu'on a fait un mastermind avec Thibaut, mais c'est Mm. pas forcément scalable. Donc voilà. En gros, comment est-ce que on peut faire en sorte que tout le monde arrive à scaler leur boîte ou à lancer une boîte en suivant des stratégies comme une recette, quoi. Ok, ouais, donc plus ou moins 3000, enfin pour le pricing, 3000 € fixe. Est-ce que tu as été tenté un peu de faire du récurrent dans le sens, tu vois, tu me parles de communauté. Du coup, typiquement, quand tu builds un peu une communauté, une audience, tu peux être enclin à faire, on va dire, un pricing plus ou moins récurrent. Et c'est quand même en train d'exploser. Enfin, tu vois, beaucoup aux US avec School, tu vois, par exemple, avec Hormozy, où tu as plein de business, c'est juste un prix fixe tous les mois. Est-ce que tu as également été un peu tenté de faire ça? Ouais, bah, je suis tenté, hein, c'est 3 000 € par an. Ok, c'est ça, donc t'as quand même un abonnement. Ok, ok, d'accord, Ouais. c'est ma question. Ouais, ouais. Oui, parce que de toute façon, le modèle de l'abonnement, enfin, moi, je pense que je suis sous-pricé par rapport à ce que j'offre dans ma formation, hein, sur plein d'aspects, hein. Mais c'est parce que je suis seul, parce que voilà. Mais après, là, la formation va sûrement être plus chère dans pas longtemps. Mais quand t'as pas, ouais, quand t'as pas d'acquisition ads, enfin, je sais que la concurrence peut pas me suivre. C'est aussi l'avantage d'être seul, Ouais. mais du coup, ouais, si tu veux scaler, en gros, faut faire des trucs plus gros, quoi. Ouais. Écoute, Mais tu dernière vois, c'est question, du coup, difficile à expliquer, c'est difficile à ouais, pitcher comme produit parce que c'est un peu comme ce que je disais, l'exemple avec Apple, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, que j'imagine bien Steve Jobs pitcher son Apple, genre, son iPhone. Alors, en fait, tu vas avoir des notes, tu vas avoir un appareil photo, tu vas pouvoir aller dans un Apple Store où tu vas pouvoir télécharger des applications. Tu sais, en fait, quand tu le pitches, ouais. c'est de la merde. Et je pense que c'est un truc auquel il faut se faire vachement attention quand tu pitches ton truc. C'est ça le truc du MVP ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut tester avant de vendre. Parce que ce que tu vends, c'est une promesse. Tu vois. Là, je te parle de fonctionnalité, mais la vérité, c'est que moi, ma promesse, c'est ce que je t'ai dit à la fin, c'est comment est-ce que tu peux mettre euh, toutes les connaissances d'un mastermind dans un accompagnement. Tu vois. Et voilà. Yes. Et justement, dernière question un peu plus précise. T'es solopreneur, on va dire, ce qu'on a compris, que tu voulais mettre un peu ton business, on va dire, au service de ta vie et pas l'inverse. Mais là, du coup, tu es en train de recruter. Donc, à la fois, tu vas prendre des personnes. Concrètement, elles vont faire quoi, ces personnes-là? Et du coup, est-ce que tu te sens prêt, du coup, manager des personnes? Parce que c'est quand même un game très, très différent. Je pense que, tu sais, j'ai essayé de recruter beaucoup, hein, mais ça n'a jamais marché. Et je pense que Ok. le vrai sujet, je pense, pour recruter, c'est de vraiment comprendre la mission que tu as. Et c'est un peu comme un profil de rencontre quand tu vas à un date avec quelqu'un, tu vois, de juste savoir qui c'est cette personne, tu vois. Et je pense que j'étais pas assez clair sur ce que je demandais, sur ce que je recherchais. Donc là, aujourd'hui, la mission, elle est assez claire. Ce que je recherche, c'est assez clair. Tu vois, c'est de l'autonomie, c'est une mentalité de pirate, c'est oser se tromper, oser faire. Et, euh, et je préfère bosser avec personne plutôt que de bosser avec quelqu'un qui a pas ce mindset, tu vois. Ok. Euh, mais c'est surtout de bosser avec des gens avec qui tu vas t'amuser, quoi. Tu vois.
Et ouais, c'est pas évident de recruter. C'est vraiment un gros. Je crois que c'est le truc le plus difficile. Je pense que tous les fondateurs le diront, hein, et c'est pour ça que Mm. grossir une boîte, ça prend autant de temps et qu'il y a des gens qui mettent parfois 10 ans pour grossir. D'autres parfois qui mettent 2 ans, mais c'est juste parce qu'ils ont rencontré la bonne personne. Donc, donc ouais, c'est vraiment compliqué. Surtout que il y a des trucs pour toi qui te paraissent logiques, qui le sont pas pour les autres, mais ça va être un autre challenge. Mais je pense pas. Je pense être un. Enfin, faut que je rencontre un peu quelqu'un qui soit comme moi, tu vois, autonome, qui fait ses trucs. Tu vois, des gens qui te rencontrent, qui te comprennent, tout simplement. Faut pas aller Ouais. chercher des gens qui ont l'air bien sur le papier, mais qui au final vont pas du tout fitter avec toi, tu vois. Si moi, je sais que je suis un peu Asperger, parfois je parle brutalement, je mets pas forcément les formes. Et voilà, et en fait c'est juste si le mec ou la meuf est ok de, tu vois, moi pareil, si elle me parle comme ça je m'en fous, Mm. et on n'a pas d'ego, on s'en fout, on est juste là pour faire avancer le public, et en revanche quand on va se voir, bah ça va être cool. Bah voilà. Et mais je pense il y a ouais, j'ai fait tellement de franchement je crois que j'ai pas rencontré une seule personne avec qui je bosse qui est au niveau, quoi. Enfin, À ce point-là, ok. j'ai vraiment pas eu de chance, ouais. Bah, c'est pour ça que je me suis souvent séparé, hein, mais c'est très difficile surtout que ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas eu, j'ai jamais eu waouh, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je me sens beaucoup seul, et c'est pour ça que le solopreneur, c'est très cool, tu vois. Euh, C'était un peu un indie hacker, machin, à faire du cash et tout, mais je pense qu'il faut bouger un peu à Dubaï. Je pense que les vrais cerveaux sont là-bas. Ouais, Ou alors, carrément. faut aller les recruter Et, toi-même. Tu vois, faut aller chercher des ouais, mais gens bon, qui ont l'air faut le d'être faire, un hein. peu dans ton truc. Ouais, et puis surtout que les gens, ils écrivent rien en ligne, tu vois. Donc, en fait, tu peux pas, enfin, faut que tu fasses trop de calls, faut que tu programmes, quoi, en fait, Parce que, c'est chaud. concrètement, c'est c'est quoi les postes précisément, si tu peux en parler, on va dire que, sur lesquels tu veux recruter? Parce qu'aujourd'hui, avec de l'IA, etc., et vu le produit que tu as, qui est plus une communauté, etc., je me pose la question de concrètement, à quel, à quel endroit, on va dire, tu as besoin d'humains? Euh, Bah, sur l'acquisition, euh, Ouais, là, en fait, je suis en train de recruter un peu nos ambassadeurs. Sur l'opération, tu vois, sur plus CEO, quoi, gérer tous les trucs, etc. ouais. Euh, sur tout ça, en fait, surtout sur l'opération et sur l'exécution des Yes. actions grosses, parce que tu vois, j'ai plein d'idées, et que ça se concrétise pas parce que j'ai plein de choses à faire, quoi. Donc en fait, c'est vraiment, moi, j'aimerais sortir de l'opérationnel en vrai, et faire tourner la boîte sans que personne, enfin, en juste disant oui, non, en disant juste oui ou non, tu vois. Mais et là aujourd'hui, c'est très compliqué. Ok, ouais. Oui, parce qu'effectivement, avec le growth marketing, t'as beau passer 1 heure à faire une tâche qui normalement t'en prendrait 1000, tu passes quand même 1 heure à la faire. Donc, si tu peux juste donner l'ordre de faire la tâche et ça s'arrête là, tu gagnes quand même un levier énorme. Ouais, bah c'est surtout qu'en fait, c'est tellement dur de trouver les bonnes personnes, tellement dur d'expliquer ce que tu veux. Enfin, tu vois, là, je suis en train de faire, je suis encore en train de faire mes landing pages, quoi, parce que j'ai personne pour m'aider à faire des landing pages, quoi. Et que je trouve que les landing pages que les gens font sont pas ouf. Donc, ouais, c'est très compliqué de trouver les bonnes personnes. J'ai pas encore craqué ce truc-là, tu vois. Ouais. Et bon, dernière question, je suis toujours un peu curieux de la poser en personne, parce que surtout toi, on va dire qu'il y a, objectivement, tu as enfin, volontairement mis un peu le business au service de ta vie, tu vois, solopreneur, c'est pas, comme tu disais, t'as pas envie de faire de call, donc tu les fais pas, etc. Comment t'aimerais utiliser ou comment tu utilises actuellement, tu vois, toute l'énergie et le temps que tu as disponible à côté? Alors, de un, à quel point tu bosses ou pas, parce qu'en fait, je me rends même pas compte, tu vois, si t'es juste bosser ou pas, ou est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Qu'est-ce que tu fais à côté et comment tu le vis? C'est un peu large comme question, Non, mais bah ouais, bah en fait c'est mettre des systèmes, en fait, c'est des trucs qui tournent sans toi. Mais ça j'en ai, tu vois, j'en ai mis plein en place, donc ça marche. Donc je sais que ce système me ramène X euros, X euros, X euros, X euros, et qu'en fait voilà, après je peux les laisser tourner quand je veux, mais après quand tu veux atteindre plus de trucs, il faut
Si tu veux atteindre plus de chiffre d'affaires, il va falloir accélérer, quoi. Et le temps, en fait, moi, je me fais un peu chier, je t'avoue, à pas bosser. Donc, je Ouais. passe beaucoup de Je... temps à aller, tu vois, bah, c'est ce que je dis, je fais pas mal ma formation à jour. J'essaie de regarder des nouveaux trucs que je peux tester, etc. Euh, mais ouais, là, la grande majorité du temps que je passe, c'est d'essayer d'aller recruter des gens pour bosser avec moi, hein. Ouais, bah, écoute, C'est, franchement, bon courage. c'est, Ouais. ouais, c'est, merci. Ouais, ça va être compliqué. On va y arriver, j'espère, hein. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas encore fait, mais il faudrait que j'essaie d'inviter quelqu'un qui est très très bon en recrutement. Enfin, tu vois, par exemple, tu as parlé de Guillaume. Je pense que tu vois, lui, ce serait intéressant de lui parler uniquement pour l'aspect recrutement. Comment tu trouves enfin, les AA players? Parce que c'est juste un enfer, on va dire. Moi, je pense que Guillaume, il est juste allé chercher les bonnes personnes. Et que moi, j'attends sûrement trop que les gens viennent à moi. En fait, quand il y a un mec qui est bon, tu vas le voir. Quand un Ouais. mec qui est, tu vois, voilà. Faut juste créer des interactions. Et ça, c'est le livre Who. Et d'ailleurs, As the Family, c'est comme ça qu'ils m'ont repéré. Quand un mec ou quelqu'un qui sort un peu de l'eau, tu le notes dans un carnet et tu le recontacteras un jour, tu vois. Et c'est juste que moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là de recruter ou de faire quoi que ce soit. Donc là, il faut juste que, et ça me prend beaucoup d'énergie, tu vois, mais il faut juste échanger avec beaucoup de gens. Il faut parler avec beaucoup de gens parce que peut-être que le pote de machin va connaître quelqu'un qui veut bosser avec moi. Euh, voilà. Donc en fait, le recrutement, c'est une expertise en tant que telle. Et Guillaume, il allait chercher les gens. Il en parle d'ailleurs dans sa nouvelle vidéo, mais c'est ce qu'il me disait. Il me disait en fait, crois pas que les gens vont venir tout seuls à toi, quoi. Si t'as un mec qui est très bon, il va pas partir comme ça parce que la boîte va absolument le garder. Il est bien payé, il a des bonnes missions, il a des bons challenges. Un high player, ça se recrute pas comme ça, hein. Je pense que je vois la vidéo dont tu parles, il a passé il y a quelques jours, où il explique qu'en fait, les meilleures personnes de l'Eblis, en fait, il a parlé avec eux genre 5 ans avant. Au début, c'était le pote d'un pote, et progressivement, il a quand même entretenu la relation pour qu'au final, on va dire, les personnes soient intéressées. Ouais. Et juste, comment tu arrives à rester focus? Dernière question, après, du coup, on passera à la fin. Mais dans le sens, là, en vrai, tu as une expertise quand même qui est reconnue. Je suppose que tu as peut-être beaucoup d'opportunités également de business. Et tu vois, on pourrait te proposer, hello Kevin, avec ta popularité, tu pourrais faire un SaaS, ou alors tu pourrais t'occuper du marketing, ou alors tu pourrais, plus par exemple pour les SaaS ou même pour d'autres types de business. Comment tu arrives à rester focus, sachant que je suppose que tu as quand même beaucoup de propales, de plein d'idées de business différents, si c'est le cas. Ouais, bah, enfin, des idées, j'en ai plein, hein, là, mais parfois, enfin, ça, on me le dit souvent, tu vois, que je devrais me faire un truc un peu plus gros. La question, c'est est-ce que j'en ai envie ou pas? Là, ce que je suis en train de lancer, ça peut être le cas. Euh, mais je pense que c'est pas, faut surtout faire quelque chose qui te plaît et sur le truc sur lequel tu vas investir beaucoup de temps dessus, tu vois. Parce que ça prend beaucoup de temps, en fait, de faire, ça prend beaucoup d'énergie, tu vois. Moi, je commence à arriver à un moment où j'ai plus vraiment de jus pour repartir tout à zéro. Hmm. Euh, mais un SaaS, c'est très compliqué aussi, hein. Il y a plein de challenges techniques, il y a beaucoup d'humains. Enfin, si tu parles à Guillaume, c'est très compliqué, Ouais. hein, ce qu'il a vécu avec Lemis. Il est arrivé plein d'emmerdes. Donc c'est pas non plus un truc qui me fait forcément rêver, tu vois, même s'il y a la clé au bout. Moi, ce qui me fait, faut vraiment que je trouve un truc qui fasse sens pour moi qui apporte vraiment des résultats aux gens, tu vois. Ça sert à rien là, tu vois, mon objectif, c'est de rendre, je sais pas, des gens millionnaires, tu vois, ou au moins à 6 chiffres par an, au moins Ouais. de vivre de leur activité à 6 chiffres, tu vois. C'est hyper ambitieux. Et si j'y arrive, bah, j'arrive à craquer le game, tu vois, mais euh, à voir si on y arrive. Mais ça implique beaucoup de challenges humains, techniques, et, euh, et, et, et voilà. Mais je pense que sur la créativité que j'ai, le gros ce que j'ai, enfin les compétences que j'ai, ça peut le faire. Mais ouais, je sais pas. Peut-être à l'avenir, on verra. Mais pour l'instant,
pour l'instant, je me vois. Enfin, en tout cas, j'ai pas forcément d'idée, tu vois. Je me vois pas. Enfin, être avec des devs, c'est l'enfer. Ils se prennent tout pour des oufs. Genre, non, non, mais il y a des gens parfois qui viennent un peu me dire, ah, j'ai développé ça, est-ce que tu peux m'aider à le développer, etc. Machin, mais franchement, je pense qu'il faut aller, tu vois, aux US, où il y a des projets beaucoup plus concrets. Les gens en France, j'ai l'impression qu'ils ils inventent des trucs trop compliqués, en fait. Et puis là, avec l'IA, en fait, c'est tellement le bordel, tellement de projets qui se créent tous les jours, que, en fait, tu sais même plus où donner de la tête, quoi. Genre, tu vois, donc faut faire le bon pari sur le bon cheval, mais Ouais. lequel? T'as l'impression, c'est comme si t'avais genre 10 000 chevaux qui couraient tous les uns derrière les autres, et qu'il faut que tu choisisses celui-là, tu vois, qui va péter. Mais de toute façon, en fait, d'entreprendre une boîte de zéro, ça demande, c'est ce que disait Guillaume aussi, ça demande, tu peux pas t'associer avec n'importe qui non plus, tu vois. Faut laisser je pense qu'il faut laisser faire les choses et laisser les choses venir à soi, quoi. Mais c'est surtout en fait le truc technique, je pense. Là où Guillaume il a été très chaud, c'est de gérer les devs, quoi. Ouais. Là, il a été, je trouve que putain, surtout Vianney, c'est pas non plus c'était pas non plus le mec le plus facile, tu vois. Ouais, de ce que j'ai compris, ouais. Ouais, bah c'était C'est un techos, quoi. Moi, je le connaissais, je le voyais à Station F à l'époque. Voilà, c'était deux frères. Mais bon. ouais. C'est que je pense que c'est pour ça qu'il y a, enfin, il y a pas de moins en moins de SaaS, mais en tout cas que beaucoup de marketeurs ont peur de lancer des SaaS. C'est pas juste parce que le SaaS c'est compliqué, c'est parce que du coup ça te nécessite de t'associer avec des devs. Et ça, en vrai, c'est la grosse étape à faire. C'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. Et même Kian, tu vois, genre son truc de tapis, là, c'est cool, Ouais, euh, mais la question, c'est vraiment la monétisation, tu vois. C'est le recurring, c'est le churn, c'est la data, c'est qu'est-ce qui marche pas, pourquoi. Donc, ouais, monter un SaaS, c'est vraiment pas évident, hein. De toute façon, ça se saurait si ça marchait. Le truc de Lemlist, Wallaxy, etc., c'était des trucs hyper trendy à l'époque. Donc voilà, ça a cartonné. C'était un bon timing, je pense, aussi à ce moment-là. Euh, Là, on va voir ce que ça va être ensuite, quoi. ouais, carrément. Parce que t'as aussi la vague où, enfin, alors beaucoup disent que les SaaS sont morts et ça va être remplacé par les agents IA. En vrai, c'est faux parce que tu auras toujours des besoins, on va dire, ultra standardisés qui devront être mis sous forme de SaaS. Mais je suis quand même curieux de voir à quel point la part agent IA automation peut prendre du marché au SaaS, en vrai. Ouais. Ouais, moi, je pense que l'agent, ouais, c'est pas là avec, ouais, il y a plein de trucs à faire avec les agents IA, mais on verra. Yes, En tous les carrément. cas, Écoute, franchement, Kevin, merci beaucoup du coup d'avoir autant partagé. Enfin, je suis très content. Je pense qu'on a parlé pas mal de sujets différents, mais c'est plus ou moins tout ce que je voulais traiter avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup dans les prochaines semaines, prochains mois? Un bon lancement de ta V2? ouais, bah, on verra, bah, surtout de toute façon, ouais, de recruter quelqu'un de bon, voilà, de bon ou qui puisse m'aider à aller porter la vision. Ça, c'est le truc que je souhaite Ok, le plus urgemment, on carrément. va dire. Écoute, si tu arrives à passer les 1 million de chiffre d'affaires par mois, je te remettrai dans le podcast et t'expliquerai, on va dire, comment t'as fait. Et puis, encore plus dur, si tu arrives à recruter quelqu'un qui est bon, là, je t'invite directement. Même si c'est pas longtemps, c'est encore peut-être Ouais, je plus pense que c'est dur plus que facile de faire un faire 1 million. million par mois que de recruter quelqu'un. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci Bon, pour Kevin, l'invite yes, carrément, et merci à puis à toi. bientôt. Yes, je mets tous tes liens du coup en description. Je laisse les gens aller checker si jamais ils veulent aller voir ton YouTube et ton LinkedIn, je suppose. Après, ils verront tout le reste. Merci beaucoup pour l'invitation et puis t'es la bienvenue. Allez, à bientôt. Ciao. Yes.